faut juste que tout le monde comprenne. C'est beaucoup de l'opportunité, puis vos auditeurs, ils posent des bonnes questions. On va trouver la vérité à travers tout ça. Voici Dr Mathieu Simon. Je suis là pour vous. Bonjour, Dr Simon. Bonjour Denis, bonjour Camille. Oui, sans faire du sensationnalisme, on vient de parler de tornades, mais dans vos urgences, il y en a eu là, des moments pas faciles. Là, je veux pas faire peur aux gens, là, mais puis j'exclus aussi, j'inclus pas juste la COVID. Ça fait combien d'années vous êtes en poste, Dr Simon? Je célèbre mon 20e anniversaire de pratique cette année. Enfin, c'est pas une grosse célébration, mais ça fait 20 ans. Parfois, c'est des nuits assez difficiles, les urgences. Écoutez, le niveau d'activité dans les urgences a été très élevé depuis 18 mois. Il y avait moins de monde pendant le pic de l'activité COVID là, qui s'est estompé, mais c'était dans des conditions très difficiles d'isolement avec des cas très compliqués à prendre en charge parce que dans les urgences, ils ont été obligés de s'adapter à créer des zones chaudes, des zones tièdes, des zones froides. Puis pour les médecins qui travaillaient là, c'était extrêmement difficile. Puis pour les patients, c'était pas une expérience très agréable. Les infirmières non plus, très clairement. Là, maintenant que le COVID n'est plus vraiment présent dans la population générale de façon importante, là, tous les petits bobos ressortent. Puis il faut comprendre qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont pas eu accès à leur médecin de famille de façon facile au cours des derniers mois, pour toutes sortes de raisons, parce que la clinique n'était pas accessible, parce qu'il y avait peur de se faire dépister, parce qu'il y avait peur d'aller dans des cliniques médicales où on a fait plus ou moins bonne presse au risque de transmission. Il y a des gens qui sont pas venus ici à l'hôpital pour des rendez-vous pour le cœur, le poumon, parce qu'il y avait peur d'attraper le COVID. Et puis là, malheureusement, ces maladies-là ont progressé. Puis là, on retrouve des gens qui sont passablement malades, qui expliquent pourquoi les urgences au Québec, présentement, sont extrêmement occupées. Puis pas avec des gens qui se sont coupés sur le bout du pouce. Là, c'est des gens qui ont des maladies qui ont été un peu mise de côté par la COVID au cours des derniers mois. Puis ça, c'est un drame sociétaire, ça aussi. Les dommages collatéraux. Oui, exact. On dit que pour une personne qui décède du COVID, il y a 5 ou 6 personnes qui vont avoir des décès ou du moins de la morbidité associée justement à tout ce qui est venu avec le COVID. On parle de l'attention médicale, mais vous avez parlé à plusieurs reprises des effets sur la santé mentale du COVID. C'est ça. Là, c'est une tragédie pour l'ensemble de la population, pas juste pour ceux qui ont attrapé le virus. Là. Si vous avez des questions pour Dr Mathieu Simon, n'hésitez pas via le texto 88-670-9098. On a un docteur avec nous pour encore au moins 12-13 minutes. Là, vous dites que dans les hôpitaux, ça roule bien. Il y a, si vous nous faites un portrait là, des gens aux soins intensifs dans la région de Québec, il en reste combien? À Québec, même, il n'en reste plus. À Lévis, je pense qu'il y en a peut-être un, mais il était supposé sortir là, on a eu un topo lundi, il était supposé sortir dans les heures ou jours qui allaient suivre. Donc, les soins intensifs sont libérés du COVID dans la région de Québec. Puis à la grandeur de la province, il reste à peu près 35 patients hospitalisés dans des soins intensifs. C'est généralement des patients qui sont des gens qui persistent depuis la fin de la troisième vague. Il n'y a pas de nouvelles admissions en soins intensifs. Ce qu'on voit ces temps-ci, Dani, c'est un patient qui vient pour des pontages et on le dépiste, parce qu'on les dépiste encore tous. Et puis là, tout d'un coup, le COVID pop. Puis le patient n'est pas symptomatique. Il n'y a pas la COVID comme telle, mais il porte la COVID alors qu'il y a d'autres problèmes de santé. Ça, c'est ce qu'on va probablement voir dans les prochains mois, puis peut-être les prochaines années, dépendamment de ce qu'on va faire avec les vaccins. Donc, des cas sporadiques, comme on dit, là, de COVID. Mais c'est beaucoup plus facile à gérer que les vagues successives que nous avons confrontées. Là. À l'automne 2020, Dr Simon, moi, j'ai été déçu parce que j'ai eu le sentiment que la CAQ n'avait pas bien préparé la rentrée automnale. Là, les vaccins sont là, ça roule quand même assez bien. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de l'an dernier, de l'été passé, qu'on ne doit pas répéter cet automne? Là, les vaccins sont là, les pourcentages sont à la hausse. On sait que présentement, il n'y a pratiquement pas de présence du virus. Là, je ne veux pas faire paniquer les gens. Je ne veux même pas qu'on parle de 4e vague, mais il se pourrait qu'il y ait des cas qui ressurgissent à partir de l'automne. Qu'est-ce qu'on a appris pour ne pas répéter l'erreur de l'automne dernier?
qu'est-ce qu'on devra faire? Quelles décisions seront prises? Et est-ce que sur le terrain, vous sentez que le gouvernement prend ça au sérieux pour qu'on arrête de dire que le système de santé ne suffit pas? Là, on a du temps devant nous un peu, quelques mois. Ouais. C'est une très belle remarque, Denis. Puis moi aussi, j'ai été très, très déçu. Mais quand tu regardes ce que le gouvernement peut faire dans ce contexte-là, il est un peu limité. Parce que ce qui s'est passé l'année dernière, là, ce qu'on a eu comme deuxième vague à partir de la fin septembre, c'était ce qui s'était préparé pendant l'été. C'est-à-dire que les gens avaient été confinés depuis le mois de mars. Et à partir du moment où ça a été déconfiné, les gens ont repris leur activité, non vaccinés parce que le vaccin n'existait pas. Puis il y a eu un paquet de contacts, tant de personnes relativement jeunes que relativement en santé, mais le virus a persisté dans la population. Puis si bien que quand les écoles ont repris, que le monde est retourné au travail dans des espaces plus confinés parce qu'il commence à faire frais à la fin septembre, ben là, le virus s'est propagé de nouveau à du monde un peu plus vulnérable. Et ça a été le début de la deuxième vague. Donc, qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire pour empêcher ça? C'était de poursuivre le confinement pendant l'été dernier, ce qui aurait été socialement inacceptable. Puis tu vois déjà que l'appétit des Québécois pour quelques formes de mesures de contention s'est épuisé. Puis je les comprends aussi. Là, ça fait 18 mois qu'on je veux pas qu'on aille dans ces solutions-là. Moi, je veux qu'on soit prêt sur le terrain. Je veux qu'on arrête de dire que le système de santé ne suffit pas. Là. Christophe, c'est 42 milliards par année qu'on investit en santé. Les médecins sont bien rémunérés. On améliore aussi la situation des infirmières. Je voudrais qu'on ait un système de santé qui puisse pallier à la demande si jamais ça se reproduit cet automne. Ouais, c'est un point intéressant. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas aucun État qui a les moyens d'avoir un système de santé qui peut ne pas être débordé par une pandémie de l'ampleur de ce qu'on a vu. Pour te donner une idée, là, le système de santé fonctionne en période régulière entre 90 et 95% de ses capacités. Là. Parlons du système hospitalier, parce que c'est celui-là qui est touché par une pandémie. Donc, on fonctionne à 90-95. Tu comprends qu'il suffit pas de grand-chose pour nous pousser par-delà la capacité d'accommodement. Et admettons qu'on se dise, bon, regarde, dans l'hôpital, si on voulait pas faire de délestage du tout, puis être prêt à faire face à une pandémie, là, il y a à peu près 20% de la population du Québec, 25% de la population du Québec qui est pas vaccinée. Ça fait quand même presque 2 millions de Québécois. Admettons qu'on veuille faire comme si le COVID était disparu, puis être prêt en septembre, octobre à faire face à peu importe ce qui va se passer, puis comment est-ce qu'on l'appellera. Ben, ça voudrait dire qu'il faudrait garder un système de santé qui a des réserves pour presque 50% de sa capacité. Donc, ça veut dire que ce que tu payes d'impôts, le 42 milliards qu'on paye, il faudrait en mettre 80 milliards à payer du monde à rien faire. Un peu comme l'extincteur dans le fond de ta cuisine. Ah ben, il est là, il t'a pas coûté trop cher, puis t'es heureux de l'avoir, mais s'il fallait que t'aies un extincteur très coûteux, très encombrant, ben, tu dirais, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je m'achète un extincteur pour un événement qui se produira peut-être pas? Donc, c'est ça le choix. C'est même pas un choix qu'on a à faire, parce que même si on avait 80 milliards pour doubler la capacité du système de santé, pour toujours être prêt, d'une part, on paierait 40 milliards de trop par année dans la majorité des années, et d'autre part, aller chercher le personnel que ça prend, parce que la crise qu'on a eue, c'était pas tant une crise de financement, parce que vous l'avez vu, les gouvernements ont dépensé très, très, très largement pour supporter le système de santé et d'autres choses pendant la COVID, mais on trouvait plus le personnel. Puis ça, c'était une question de main-d'œuvre et d'organisation. Ouais. En même temps, avoir un instincteur, c'est d'avoir un plan. Tu sais, s'il arrive quelque chose, voici la solution. Là, je pense plus, puis quand je regarde la situation, on a encore un état d'urgence sanitaire au Québec. Il y a eu 90 cas quotidiens, en fait, hier. Aujourd'hui, on n'a pas les nouveaux chiffres, mais la capitale nationale, la santé publique, devrait confirmer aujourd'hui qu'il n'y a aucun cas, que ce soit de décès, de soins intensifs, d'hospitalisation et aucun nouveau cas tout court dans notre région en ce moment. C'est la première fois depuis le lendemain du Kirouac. On s'en souvient, là? C'est une excellente nouvelle, effectivement. Fait que moi, je me demande pourquoi le gouvernement, oui, il y a un extincteur, il est là, il est prêt, mais on continue d'arroser quelque chose qui a pu le feu. Tu sais, moi, l'état d'urgence sanitaire, c'est quand les hôpitaux débordent, quand c'est le bordel. C'est quoi le plan, là? Quel autre plan, disons, de prévention le gouvernement pourrait faire d'ici à cet automne? Parce qu'on sait que ça risque d'augmenter de nouveau, là, de par l'aspect saisonnier là, du virus.
En fait, la seule solution à tout ça, Camille, c'est que tout le monde aille se faire vacciner. Parce que il n'y a pas de solution de retour à la normalité complète tant que les gens ne seront pas immunisés contre la COVID. Parce que peu importe ce que le gouvernement va décréter, que ce soit des mesures d'isolement qui sont très mal tolérées présentement, puis avec raison, dont les gens questionnent l'utilité parce que manifestement il y a les statistiques que vous avez citées, c'est-à-dire très peu, sinon pas de nouveaux cas dans la région, puis pas beaucoup dans la province. Donc, le défi que le gouvernement a, c'est de convaincre les gens, sans imposer un passeport vaccinal ou autre chose qui serait très mal perçu, ça aussi, que c'est un devoir individuel, mais national et collectif, d'aller se faire vacciner, parce que c'est tout ce qui va nous empêcher de faire. Puis, curieusement, on parle du passeport vaccinal qui dit que une personne non vaccinée n'aurait pas tout le droit de tout faire ce qu'il veut, ce qui est pas tout à fait bien perçu. Ben, on a une espèce de passeport vaccinal inversé qui se prépare, c'est-à-dire que le 20-22% de personnes qui ont choisi de pas se faire vacciner, parce qu'à ce moment-ci, c'est un choix, parce que la disponibilité du vaccin est entière, ben, ils vont nous imposer un passeport vaccinal inversé parce que eux autres vont propager la maladie dans les prochains mois, potentiellement, ben, on va être obligé de refermer les restaurants, de refermer les écoles. Mais c'est ça, docteur. On n'a pas à aller là. C'est ça que j'essaie d'expliquer. S'il y a 75 à 80% de gens qui sont vaccinés, il y a peut-être un 20% là, qui va résister à cette vaccination-là et qui ne voudra pas, mais on n'aura pas à tout refermer. On va tous être vaccinés. Ben, on n'aura pas tout refermé, mais comment est-ce que vous allez sélectionner les gens qui peuvent aller au restaurant si on avait une quatrième vague? Parce qu'on s'entend, s'il y a une quatrième vague dans les 2 millions de populations québécoises qui sont pas vaccinées, ça fait du monde, ça. Ça fait 1% des patients qui vont être hospitalisés, donc 1% de 2 millions. Ben, vous voyez vite que ça vient dépasser pas mal les capacités du système de santé. Et donc, moi, vous voyez que si jamais il y avait une quatrième vague, la seule façon de pas fermer, ça serait d'imposer un passeport vaccinal, ce qui n'est pas acceptable. L'entraîneur du Canadien, qui est quand même assez populaire, là, quand tu es entraîneur du Canadien, tu es plus populaire qu'à peu près le 3/4 des politiciens. Ah oui, il est en vue. Lui, il a eu 2 doses, puis il y a le virus. On s'en sortira pas, là. Parce que si on attend que, si on souhaite le 100% de la population vaccinée, il va quand même y avoir des doses. Il va quand même y avoir des cas où les gens sont infectés. On le voit, là. Il y a eu ces 2 doses, puis c'est pas la première fois qu'on entend parler de gens qui sont doublement vaccinés. C'est un superbe exemple que tu sors, Denis, parce que lui, il est connu de tout le monde, là. On se demande, comment ça, le gars a eu ses 2 doses de vaccin, puis il y a la COVID qui est chez eux. Mais ce qui est arrivé à M. Ducharme, c'est pas qu'il a été symptomatique, puis qu'il est allé consulter ou qu'il est allé dans un centre de dépistage, c'est que la Ligue nationale impose des dépistages récurrents chez ces gens-là, comme chez les médecins présentement, là, pour être sûr qu'on propage pas le virus, mais il n'est pas symptomatique. Puis puisqu'il travaille dans un monde où tout le monde est doublement vacciné, en tout cas ses joueurs, puis ses assistants, puis tout le monde, ils l'ont retiré pour pas qu'il contamine d'autres personnes qui n'ont pas été vaccinées. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as un vaccin que tu n'héberges pas la bactérie ou le virus contre lequel tu as été vacciné. Si je vous faisais une culture de votre salive présentement, je trouverais des dizaines de bactéries. Pourtant, je vous isole pas, mais c'est parce que votre corps s'est habitué, votre système immunitaire tolère, puis contre ces bactéries-là, c'est la même chose. L'entraîneur du Canadien, il est pas dangereux pour ces joueurs qui sont vaccinés. Il est dangereux pour les gens, les fans qui se sont peut-être présentés à Vegas pas vaccinés, ou les gens qu'il va rencontrer dans la rue qui ne le sont pas tous. Alors donc, si on est tous, ou à peu près tous vaccinés, on va arrêter de monitorer le COVID parce qu'il y a si on faisait d'une culture virale chez tout le monde, on trouverait probablement des dizaines de virus chez chacun d'entre nous, mais des virus avec lesquels notre système immunitaire s'est habitué à vivre et qui causent pas de problème. Ça sera même plus une considération, le COVID, quand on sera immunisé collectivement. Une des bonnes nouvelles qu'on a, par contre, puis ça s'est passé un peu en sourdine, quand vous regardez les banques de sang quand tu t'en vas donner du sang là, à Emma Québec
Québec ou ailleurs, ils vont quand même faire un screening des infections qu'il y a dans ton sang. On se rend compte qu'on pense qu'il y a 2 fois plus de Québécois qui ont fait la COVID que ce qui avait été rapporté. Là, on parle de 300 000 Québécois. Les chiffres des banques de sang montrent plus qu'il y en a 600 000 qui l'ont fait et qui ont donc été naturellement immunisés contre la COVID. Puis ça, c'est une bonne nouvelle pour le futur parce que même s'il y a 20% de la population qui a peut-être pas accepter le vaccin, il y en a une grande proportion de ceux-là qui ont probablement fait un COVID beaucoup moins sévère que ceux qui ont été à l'hôpital puis dans les salles d'urgence et qui ont une certaine immunité. Combien de temps va durer cette immunité-là? Là, c'est la grande question. Puis c'est sûr que le vaccin permet chez ces gens-là de prolonger l'immunité, mais il y a des raisons de se réjouir, puis je pense d'espérer que quand on va atteindre effectivement les 75-80%, même s'il y a un 20% de réfractaires, on ne retombera pas dans le cauchemar qu'on a vécu. Mais encore là, il ne faut pas attendre que le gouvernement nous aide tant que ça. Il ne faut pas attendre que le système de santé nous réchappe, parce que je suis bien heureux de vous réchapper si ça va mal, mais je suis tellement plus heureux quand vous n'avez pas besoin de mes tubes puis de mes machines. Et honnêtement, l'argumentaire contre la vaccination, je ne sais plus où est-ce qu'il peut trouver son inspiration ces temps-ci, parce qu'on a montré que le vaccin était efficace, qui est sécuritaire. Le doute sur l'AstraZeneca qui avait été soulevé a été évacué par l'approvisionnement de d'autres formes de vaccins. Camille, je me demande vraiment comment est-ce que quelqu'un peut choisir de prendre le risque de revenir en arrière avec une éventuelle 4e vague plutôt que d'aller se faire vacciner. Ça m'apparaît, en tout cas, m'apparaît très malheureux comme choix. En 2 minutes, avant de vous laisser aller, Dr. Simon, l'AstraZeneca n'est comme pas reconnu par les États-Unis. Alors, ceux qui ont eu cette première ou peut-être même cette 2e dose, est-ce que selon vous, selon vos expériences et vos discussions, les États-Unis vont venir qu'à le tolérer et l'accepter parce que ça veut dire que les gens ne pourront pas traverser aux États-Unis, ce qui est tout à fait invraisemblable. Ouais, il y a une petite controverse là-dessus avec un spectacle à New York de Bruce Springsteen puis des Foo Fighters qui ne voulaient pas accepter les gens vaccinés parce qu'ils voulaient juste prendre des spectateurs doublement vaccinés, ce qui est déjà une affaire très étrange pour les États-Unis qui sont très contre le passeport vaccinal, et ils avaient limité ça aux gens qui avaient reçu d'autres choses que de l'AstraZeneca. Hier, ils ont revisé leur décision, puis ils vont accepter l'AstraZeneca. L'AstraZeneca donne... L'FDA va tolérer maintenant, va considérer les gens vaccinés par l'AstraZeneca? Absolument. En tout cas, Bruce Springsteen puis The Foo Fighters les considèrent. Et quand tu regardes ça, ça te confère une très bonne immunité puis équivalente aux autres vaccins. La question de l'AstraZeneca puis du Johnson jusqu'à un certain point, c'était pas tant l'immunité que le risque de thrombose. Et c'est ça qui a créé la controverse. Mais en termes d'immunité, que vous ayez été vacciné à AstraZeneca ou quel que soit d'autre, sauf le Sputnik, si vous êtes allé vous faire vacciner en Russie, vous êtes protégé de façon très adéquate. Puis ça, c'est l'FDA, le WHO, le CDC, sont tous reconnaissent cette immunité-là. Merci beaucoup, Dr. Mathieu Simon. Toujours un plaisir. Merci. On se dit à mardi prochain. Oui, pour une dernière. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Bye-bye. Il y a encore des gens là, qui... Moi, je savez quoi? Liberté d'expression. Vous êtes pour ou contre la vaccination? Parce que chaque fois qu'on parle de vaccination, ça... Ouais. Ben moi, il pile des gens, là, mais... Moi, c'est au-delà de ça. Tu peux être pour, tu peux être contre la vaccination, mais c'est qu'est-ce qu'on fait après? Sachant qu'il y a des gens là, qui prendront pas le vaccin. Moi, je les accepte, ces gens-là. Là. Mais on fait quoi après? On va pas les pointer du doigt. Moi, je suis totalement contre ce que le docteur Simon a dit. On pointera pas les gens, on va pas commencer à faire une classification de qui va pouvoir aller dans les commerces ou pas. Si votre choix, c'est de pas vous protéger, ben acceptez que nous, ça se peut qu'on prenne du recul aussi puis qu'on dise, ben regardez, c'était votre décision. Vous avez le droit d'être soigné. C'est pas ça, faire attention, je m'en vais pas sur cette traque-là pantoute. Vous allez être soigné. Il y en a certains qui iront à l'hôpital là-dedans, d'autres peut-être pas. Il y en a qui vont faire la maladie. Nous, on a décidé de se protéger de ça. Mais là, je pense qu'on est rendu à une autre approche que de dire on crée 2 classes de citoyens puis on bloque l'entrée à des gens ou on ferme tout pour une minorité. Non. Moi, je le dis, il y a d'autres stratégies que ça, certains. Mais toi, t'es propriétaire d'un restaurant. Oui. Puis tu dis, moi, j'ai des gens qui n'ont pas 2 vaccins, j'en veux pas. C'est son choix. Il vivra avec son choix. Ben c'est ça, on va aller ailleurs. Il va peut-être perdre la clientèle. On va aller ailleurs, mais moi, je pense que quelqu'un qui n'est pas vacciné, les autres mesures de COVID ne partent pas, là. Tu sais, il va se faire tester, il va être isolé 2 semaines. Quelqu'un qui n'est pas vacciné puis qui pogne la COVID, il n'ira pas du jour au lendemain toucher tout dans un centre d'achat, là. On va garder quand même, gars, t'es en quarantaine chez vous pour 2 semaines, fais la maladie, teste après ça négatif, puis retourne. Ça va être ça, là, la nouvelle réalité.
On va pas, ça sera pas. C'est ça, on dirait qu'il y a une pensée que ça va être le free for all. Puis si moi j'étais asymptomatique, vacciné 2 fois, puis quelqu'un qui est pas vacciné, asymptomatique, c'est la même affaire. Ouais. Puis t'as des gens qui peuvent pas recevoir le vaccin. Ben, c'est ça. Ça, on peut pas les obliger, ils peuvent pas, c'est dangereux pour eux. Là, je me dis, il va falloir peut-être, oui, liberté d'expression, mais il y a un autre plan à avoir, je pense. Mais tu veux pas te faire vacciner, c'est ton choix, t'assumeras ton choix. Ici, à l'antenne, d'après moi, on est tous un peu pro-vaccin parce qu'on veut retrouver notre liberté. Moi, je veux avoir du plaisir à traverser la frontière. Je veux avoir du plaisir à prendre l'avion puis retourner dans le sud. Ben, c'est ça. Moi, je veux aller dans un restaurant, je veux aller partout. Pour l'instant, c'est une solution. S'il y a d'autres choses plus tard, peut-être qu'on va développer un médicament que tu vas prendre via une pilule qui va t'immuniser. Bon, ben ça sera ça. Pour le moment, c'est 2 doses de vaccin. Et peut-être voilà. une troisième, on ne sait pas. Peut-être l'an prochain, ça va être à chaque année. On n'en a aucune idée. Pour le moment, on me dit, tu sauves 2000 pièces de quarantaine à l'hôtel et de quarantaine tout court si t'es vacciné 2 fois. Je t'annonce que j'attends la date du 23 juin pour devancer mon rendez-vous. Là. T'as bien hâte. Moi, j'ai hâte de... Excuse, mais crise de mon camp du Québec, OK? Oui. J'ai hâte de voyager. On veut tous, on veut aller partout puis pas arrêter de se faire bloquer nos envies.